Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à un épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ce fut une semaine haute en couleurs, très chargée. Du tout au fait que, là, vous le savez, si vous ne vivez pas en dessous d'une roche, vous savez qu'actuellement, on est en pleine construction d'un centre de conditionnement physique, d'un gym qui va se situer à Boucherville, sur la rive-sud de Montréal, un gym haut de gamme. Donc, ça vient avec son lot de défis, mais je suis fidèle au poste. Pour moi, c'est vraiment important de vous transmettre du contenu de qualité à tous les jours, à toutes les semaines en fait, sous forme de podcast et de vidéos sur mon compte Instagram. Donc, j'y tiens beaucoup en fait à faire ça. Fait que c'est pour ça que beau temps, mauvais temps, je vais toujours vous accompagner tous les lundis matin, 6h AM, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Donc, aujourd'hui, vous le savez, on a la nouvelle saison qui a débuté la semaine passée. Puis, j'avais décidé de commencer la saison avec des sujets globaux. Fait que global, bref, des sujets qui englobent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va parler de la fameuse récupération. La récupération, c'est un sujet qui est très important pour n'importe qui s'entraîne, mais juste pour n'importe qui en général. Tu sais, il y a toujours, en médecine chinoise, vous savez, il y a un concept qui s'appelle le concept du yin et du yang, qui dit que le blanc et le noir, fait que si tu... je sais pas, si tu t'entraînes beaucoup, tu dois récupérer beaucoup et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on va passer à travers tout ça. Puis, j'ai mis sur mon compte Instagram une petite boîte où est-ce que, je vous demandais vos questions, vos commentaires, vos interrogations sur la récupération. Et, ma foi, vous avez été très nombreux à y participer. Merci. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de passer à travers certaines de vos questions que je trouve archi pertinentes parce que je suis sûr que si vous posez ces questions-là, il y a d'autres personnes aussi qui se les posent. Fait qu'on va commencer avec ce que je voulais vous livrer comme information, puis par la suite, j'ai vu qu'il y avait tellement de questions pertinentes que je me suis dit, je vais faire une deuxième partie sur vos questions, puis répondre, peut-être que ça va répondre à certaines interrogations que vous avez. La première des choses de la récupération, c'est quoi? C'est le concept de récupérer de quelque chose. Hein? Fait que si vous vous êtes blessé, récupérer, c'est laisser le corps guérir pour vous permettre de revenir meilleur. Vous êtes cassé le bras, vous vous êtes fait une entorse ou whatever la blessure. On le sait tous, là, il y a des petites techniques. Est-ce que c'est du froid, est-ce que c'est du chaud, comment on récupère et tout ça, et ça va vous aider à récupérer de votre blessure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites du sport ou de la musculation, vous blessez votre corps. Vous créez des déchirures, vous créez une blessure au niveau musculaire et au niveau nerveux. Et cette blessure-là, votre corps doit induire un mécanisme pour récupérer de ce que vous avez fait. Sinon, inévitablement, vous allez faire du surplace ou ça ne fonctionnera tout simplement pas et vous allez aggraver votre cas. Lorsqu'on parle de récupération, je vais vous dire tout de suite les deux facteurs les plus importants de récupérer. Fait que si vous n'avez pas une heure devant vous, je vous le dis dans le mille. Les deux plus grands facteurs de la récupération, c'est l'alimentation et c'est le sommeil. L'alimentation, vous le savez, vous ne pouvez pas vivre si vous ne mangez pas. C'est du gaz que vous mettez dans votre auto. Je ne me rappelle plus le nombre d'analogies cocasses qu'on peut faire avec la nourriture pour faire comprendre que c'est vraiment important, mais c'est primordial de bien s'alimenter pour avoir des résultats. Lorsqu'on parle d'alimentation, et je ferai un podcast dédié à la nutrition, mais vous savez qu'il y a 3 grands macronutriments, protéines, glucides et lipides. Et vous avez besoin de ces 3 macronutriments-là pour guérir. Protéines, ça vous aide à rebâtir ce qui a été détruit, stimule le système immunitaire et tout ça. Les glucides, ça va vous permettre de mettre de l'énergie dans votre système et de transporter les acides aminés qui sont issus des protéines dans les muscles pour les aider à bâtir des blocs et devenir plus forts. Puis j'ai fait une analogie là-dessus dans mon podcast précédent sur l'hypertrophie. Et le gras, ça vous aide au niveau du cerveau, ça l'aide aussi au niveau du profil hormonal et de plein de réactions biochimiques dans le corps. Fait que vous avez besoin de ces 3 macronutriments-là, c'est très important. Si vous ne mangez pas assez, si vous n'avez pas assez de calories dans votre système, inévitablement, votre récupération va être affectée par ça. Très peu sont les gens qui ne mangent pas beaucoup ou qui ne mangent pas assez.
Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, on entend souvent des gens qui disent « Ah, moi, je mange pas assez, je mange pas assez, je mange pas assez pour récupérer. » En fait, c'est pas que les gens ne mangent pas assez, c'est qu'ils mangent pas les bons aliments. C'est plus ça la différence. La majeure partie d'entre vous, vous avez un pourcentage de gras qui est ou trop haut ou normal, mais très peu d'entre vous, il y en a certains, là, qui ont un pourcentage de gras qui est mauvais pour leur santé, qui est trop bas. Je dis ça parce que puis je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais moi j'ai un pourcentage de gras qui est santé. La raison, c'est que si vous avez un pourcentage de gras qui est trop bas, inévitablement, tout le processus de récupération va être altéré. Je sais que vous glorifiez les photos de filles lean, lean, lean sur les réseaux sociaux. Puis, by the way, souvent, non, je vais en parler tantôt. Vous glorifiez les photos, mettons, de filles très lean qui s'entraînent et tout ça. C'est le mon Dieu, je dirais son physique. Et les gars, vous regardez des gars comme Chris Bumstead, C-Bum ou des mannequins fitness et vous glorifiez beaucoup de quoi ils ont l'air. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose dans la récupération, j'en ai parlé tantôt, mais c'est tout ce qui est drogue, dopante, aide ergogène, mais ça sera pour tout à l'heure. Mais c'est ça, pour bien récupérer, il faut avoir un pourcentage de gras qui est dans la norme. Si votre pourcentage de gras est trop bas de qu'est-ce qui devrait être, malheureusement, ça va affecter vos hormones androgènes plus souvent qu'autrement et ça va vous empêcher de bien récupérer au niveau du sport ou n'importe quoi que vous faites dans votre vie. Okay? Si votre pourcentage de gras est trop haut, ça ne va pas nécessairement avoir un impact négatif sur votre récupération, mais ça va quand même avoir un impact négatif sur votre profil hormonal. Mais au niveau de récupération, c'est moins grave d'être très gras qu'être très maigre pour la récupération. Je vais faire ma parenthèse que je voulais faire. Tu sais, souvent, on se promène sur les réseaux sociaux, on voit, mettons, je prends des filles, c'est classique, puis on voit une fille, puis on est comme, mon Dieu, elle est donc bien lean, mon Dieu, elle est donc bien en shape, je comprends pas que j'ai pas l'air de ça. Juste mettre les choses en perspective, souvent les femmes que vous allez regarder, c'est le 1%, même 0,001% de la population qui a une génétique très peu d'adipocytes. Souvent, c'est des filles qui sont plus grandes, fait que le gras est peut mieux se répartir et sous photo, ça sort un peu mieux. L'autre chose aussi, c'est que vous allez souvent vous comparer à des filles qui sont très jeunes. Vous ne le savez pas. Puis, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs années, ça a été un peu décrié dans les médias traditionnels, mais tu sais, exemple, on se promène, on voit des... c'est moins épais maintenant, là, mais moi, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, tu voyais des affiches, que ce soit... là, c'est peut-être pas le bon exemple, mais garage et tout ça, je sais que ça s'adresse à des adolescentes puis des jeunes filles, mais... Bref, il y avait beaucoup de photos qui étaient mises de l'avant, puis c'était des jeunes filles de 16-17 ans. Fait que, tu sais, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est en pleine croissance, lorsqu'on est en train de développer son corps, surtout chez la femme, ce qui se passe, c'est que les adipocytes aussi, on n'a pas créé encore assez d'adipocytes, on a plus de brown fat. Fait que rester maigre, c'est beaucoup plus facile pour le corps et à cause, de l'hormone de croissance, à cause de toute la cascade hormonale, le corps d'une fille très jeune est fait pour être beaucoup plus mince qu'une fille qui avance, exemple, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine et dans la cinquantaine. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable de mettre les choses en perspective au niveau de la récupération. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a comme mon truc qui bougeait. Bref. Fait que c'est ça. Fait que quand vous arrivez pour vous comparer, il faut comparer des pommes avec des pommes puis des poires avec des poires. Je sais qu'avec les réseaux sociaux maintenant, les filtres, puis toutes les interventions médico-esthétiques, puis en passant, je dis ça sans jugement, pas du tout. Moi, je suis de l'école dans la vie, you do you. Tu fais ce qui te fait plaisir. Moi, je suis un peu de botox dans ma face. Hey, genre... T'es qui pour juger? Moi, je trouve ça, j'aime ça faire ça, blablabla. Fait que je suis vraiment dans le pro-choix. C'est juste que qu'est-ce qui se passe, c'est que où est-ce que j'ai un problème, c'est quand il y a des gens qui se comparent à d'autres, puis souvent, tu as des jeunes filles vraiment jeunes. Ça peut être, je sais pas, 16, 17, 18, non, pas 16, mais mettons 18, 19, 20, 21. On va y aller comme ça. Mais qui vont avoir recours, ou 22, 23, qui vont avoir recours à des interventions médico-esthétiques comme les lèvres, des choses comme ça. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que artificiellement, sur photo, parce que vous ne voyez pas la personne bouger, vous ne voyez pas la personne dans son quotidien. Fait que c'est plus difficile de savoir, mais la personne va avoir comme des traits de femme plus vieille. Fait que, on augmente un peu les lèvres, toutes les choses qui sont plus, qui augmentent un peu la féminité-ish dans notre idéal populaire. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que ça va trigger un peu. Vous voyez la fille, vous voyez son corps, vous voyez son visage, être comme, aïe, elle doit avoir comme 25 ans, 26 ans, elle est tellement shape, mais souvent, turns out que c'est des filles qui ont genre 20, 21 ans. Mais à cause des réseaux sociaux, tout ça, vous êtes un peu, malheureusement, pas dupé, parce que c'est pas l'objectif de la personne, mais vous êtes...
vous êtes pris je ne sais pas comment le dire, mais bref, vous vous fiez sur une apparence qui n'est pas réelle. T'sais. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que vous le savez que se comparer, c'est vraiment pas bon, mais on le fait quand même si je peux vous le dire 100 fois dans un podcast, vous allez quand même continuer à vous comparer. Fait que ça, il faut faire très attention. Fait que la récupération, quand vous êtes jeune, ça se fait bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, en tout cas, le premier, quand j'avais 17-18 ans, j'ai vécu, je ne sais pas s'il y a des gens vieux d'entre vous, bien vieux. Moi, j'ai vécu les carrés rouges, là, la grève à ma dernière année de cégep. Fait que je pense pendant 6 ou 7 semaines, on n'a pas eu d'école. J'ai brûlé toutes mes économies d'été à sortir au Loft, au Café Campus, au Diable Vert. Là, tout ça, ça existe sûrement probablement plus. J'habitais à Montréal dans le temps. Et je sortais, je buvais. Je revenais en métro parce que j'avais pas assez d'argent ou des fois en taxi si je voulais dépenser un peu. Je rentrais, je mangeais deux bagels avec un verre de jus d'orange, bing, j'allais me coucher. Puis la réalité, c'est que je devais être à 13-14% de gras dans le temps, ce qui est pas lean, mais ce qui est vraiment pas loin d'être gros pour la marde que je mangeais, puis l'alcool que je buvais, puis le peu d'activité physique que je faisais. Fait que les hormones de croissance, les hormones androgènes, la testostérone et tout ça jouent un rôle énorme dans la gestion du pourcentage de graisse, mais aussi dans la gestion de la récupération. Le lendemain, je me levais, j'étais top shape. Puis je fais ça aujourd'hui, je vais être scrap pendant 4 jours. T'sais. Fait que c'est ça qu'il faut se rendre compte. Fait que l'alimentation, c'est archi important. Donc, avoir un bon ratio protéines, glucides et lipides, c'est primordial. L'autre chose, je l'ai dit dans le mille, c'est vraiment la nutrition. Donc, on essaye de manger, vous mangez assez, mettons, je dis n'importe quoi, mettons quelqu'un mange 2000 calories puis que c'est pas mal ça qui brûle, whatever. Mais le but, c'est de choisir des meilleurs aliments. Il ne faut pas que 60% de votre alimentation soit constituée de glucides et de gras et, mettons 60% de glucides, 30% de gras puis 10% de protéines. Là, inévitablement, ça va va avoir un impact négatif sur votre recomposition corporelle et vous allez être ce qu'on appelle quote-unquote, quelqu'un qui est un peu plus skinny fat, mais surtout, vous allez être quelqu'un qui a de la misère à récupérer ses entraînements parce que vous manquez de nutriments essentiels pour y arriver. Fait que la nutrition, c'est hyper important. L'autre chose aussi, c'est au niveau du sommeil. Le sommeil est l'arme secrète pour récupérer. J'en parle parce que c'est une science qui est fascinante. Vous avez plusieurs cycles de sommeil. On va s'attarder aujourd'hui, je ne vais pas parler, mettons, du light sleep et tout ça. On va s'attarder à 2 types de sommeil, qui est le deep sleep et le REM sleep. REM sleep, c'est ce qui permet de récupérer au niveau... Puis là, je rends ça gros, là, mais c'est plus compliqué que ça. C'est juste... Le but, c'est de rendre quelque chose, un podcast divertissant, facile à comprendre. Le REM sleep, c'est vraiment, si vous voulez, la récupération au niveau du cerveau. Fait que, tu sais, qu'on dit souvent, hey, je vais dormir là-dessus, demain, je vais avoir les idées plus claires. Ça, c'est le REM sleep. Donc, c'est là qu'on rêve beaucoup, c'est là que le backwash de piscine se fait dans notre cerveau. C'est là qu'on dirait que les idées se mettent en place. Donc, c'est très important pour avoir une bonne santé mentale. C'est pour ça que les gens, souvent, qui vont... je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens qui ont fait des psychoses. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais très jeune. Mon meilleur ami d'enfance, on avait, 16-17 ans. Il avait consommé de la drogue dans un événement, dans un show. Et par la suite, il dormait pas 2 heures, après l'autre jour 3 heures, après 2 heures, puis là, il a pété une psychose, puis c'était vraiment pas drôle. Et l'une des choses que tu te rends compte, c'est qu'en absence de sommeil, les gens peuvent détraquer un petit peu. Je me rappelle même un moment, ma mère était venue me réveiller dans mon lit, elle avait dormi peut-être 1 heure ou 2, puis elle me disait des choses qui faisaient comme pas de sens. Elle était pas en psychose, mais... souvent, ce qui se passe, c'est lorsqu'on mêle la consommation avec le manque de sommeil, souvent le cerveau a de la misère à trouver le nord, trouver ses repères. Fait que ça peut devenir très difficile pour l'humain, puis surtout pour les personnes qui l'entourent. Fait que ça, c'est important. Fait que le sommeil, le REM sleep, très important pour votre santé mentale. Quand on parle du deep sleep, c'est vraiment plus la récupération au niveau physique, au niveau musculaire. C'est archi important aussi d'y arriver. Donc, et comme vous le savez, le deep sleep arrive majoritairement en début de nuit. Fait que plus qu'on se couche tard, parallèlement à comment on dort d'habitude, moins qu'on va faire de deep sleep. C'est pour ça que des spécialistes comme Andrew Huberman disent souvent si vous vous couchez 2 heures après l'heure que vous êtes habitué de vous coucher de façon... comme à tous les jours, ben ce qui va arriver, c'est que vous allez faire peu ou pas du tout d'hormones de croissance dans votre nuit. En fait, c'est pas un truc du 2 heures ou whatever, c'est juste que habituellement, on tombe dans un deep sleep en début de sommeil et ça, c'est comme seté dans notre horloge interne. Fait que si vous dépassez, hier, j'ai écouté une série qui était vraiment écœurante, ça vient de sortir sur Netflix, c'est l'histoire de...
Je me rappelle plus de sa sortie hier. Fait que dans les nouveautés, vous allez les trouver. C'est sur 2 épisodes. C'est l'histoire d'une femme qui a été portée disparue, une jeune fille, qui aurait fugué de chez eux. 2 épisodes d'1 heure et demie, j'ai bingé ça, c'était incroyable, mais d'habitude, je me couche à 9, là, je me suis couché à genre 11. Et aujourd'hui, mon deep sleep, et d'habitude, j'étais à 1h40 de deep sleep, aujourd'hui, j'étais à 50 minutes. C'est pas grave, là, je veux dire, c'est pas... je suis capable de fonctionner, mais je sais que je n'ai pas optimisé ma nuit, ma récupération. Donc, se coucher et se lever à des heures fixes, c'est archi important pour notre fameux deep sleep. C'est sûr que moi, j'utilise un couvre-matelas qui s'appelle le 8 Sleep. Moi, personnellement, ça a changé ma vie. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir eu plus tôt. Parce que c'est un... Puis, c'est pas sponsorisé, pas du tout, même si j'aimerais bien ça parce que c'est pas loin de 3 000 $. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que vous settez des températures, puis il y a 4 choix de température, puis au niveau de la nuit, ça va atteindre chaque cycle de température que vous avez préseté. Puis, ils font un test au début, là, ils vous demandent un peu... plein de choses sur votre santé pour faire un preset, puis par la suite, ce preset-là, vous pouvez l'adapter. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur de cette technologie-là, il y a quelque chose qui s'appelle le Autopilot. Et c'est des sensors qui vont détecter automatiquement en fonction de vos mouvements, votre respiration, la cage thoracique et votre chaleur interne. Est-ce qu'on doit mettre la température plus chaude ou plus froide? Donc, l'autopilot fonctionne à toutes les nuits, comme le mois cette nuit, puis il donne toujours ton rapport à tous les lendemains matins. Moi, j'ai eu 21% d'augmentation de mon REM sleep parce qu'il y a comme un moment donné, ils ont mis ça un peu plus chaud parce que c'était plus froid. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que si vous êtes dans l'optimisation de votre santé, 8 Sleep, c'est quand même un game changer. Donc, sommeil et nutrition, c'est vraiment les 2 assises de la récupération. Si vous managez de façon parfaite ces 2 choses-là, 80 à 90% de la game est faite. Fait que je vous le dis tout de suite. Par la suite, là, je ne veux pas rentrer au niveau de la nutrition, au niveau de la microalimentation, mais vous le savez, si vous êtes carencé en nutriments, exemple en magnésium, ça va avoir un impact sur la capacité de votre système nerveux à bien innerver certains tissus musculaires. Fait que je ne veux pas rentrer dans la micronutrition, mais quand j'englobe la nutrition, j'englobe le fait qu'il faut manger assez, manger les bons aliments et surtout avoir une micronutrition qui est adaptée à vos objectifs parce que vous voulez atteindre puis pour optimiser tout ça. Comment le savoir? Venez nous voir Chef des Fitness. Nos spécialistes sont là pour vous, sont là pour bâtir des structures qui sont adaptées en fonction de votre corps. Sinon, si vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas quelques centaines de dollars en ce moment à votre disposition, si vous n'êtes peut-être juste pas rendu là encore, il y a une application qui s'appelle Chronometers. Ça vous permet de rentrer votre nutrition au complet et de voir votre vitamine A, votre vitamine E, vitamine C avec les ratios que vous devriez atteindre. Fait que c'est une façon, en fait, d'adresser un peu sa nutrition en micronutrition. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que c'est user-friendly? Pas vraiment, mais bon, ça peut faire la job. Good. Donc, sommeil et nutrition, des sujets très importants. L'autre chose, il y a plein de choses qui existent pour la récupération. On va en parler quelques-unes, puis peut-être qu'il y en a qui vont revenir dans vos questions, je ne les ai pas lues. La thérapie manuelle. Est-ce que la thérapie manuelle, ostéo, physio, masso, tout ça fonctionne? Il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Lorsque on dig down dans la recherche, vraiment dans les études, c'est étrange à dire, mais on ne remarque pas nécessairement de nette amélioration au niveau de la récupération lorsqu'on a recours à de la thérapie manuelle. Don't get me wrong, je ne suis pas en train de dire que si vous avez une blessure, vous n'allez pas avoir un physio, pas du tout. Même moi, j'ai une physiothérapeute, Catherine Séné, qui me traite aux 2 semaines environ et c'est un total game changer. Je suis allé justement la voir hier. On a fait une technique qui s'appelle du dry needling. Si vous en avez déjà fait, c'est quand même bien. C'est parce que souvent, thérapie manuelle avec les pouces ou des stances, tu as une limite de profondeur de derme que tu peux aller chercher au niveau du massage. Donc, du dry needling, c'est tu utilises des aiguilles et tu peux aller piquer le ventre musculaire puis tu peux aller plus bas dans le muscle pour souvent déspasmer ou trouver un bon trigger point puis le permettre de relaxer. Moi, j'ai j'ai certaines petites douleurs, c'est sûr. Là, je m'entraîne quand même fort, puis je lève des charges qui sont quand même très lourdes. Fait que, je veux pas, j'avais mon biceps brachial qui avait tendance à être très stiff, très douloureux. On a fait du traitement manuel, on a fait du dry needling, puis par la suite, je me sentais très bien. Et le lendemain, aujourd'hui, j'ai plus de mobilité. Fait que, tu sais, les études, c'en est une chose, mais l'autre chose, c'est votre ressenti. Il y a beaucoup d'études qui disent que c'est très psychologique, la thérapie manuelle, que lorsque
Puis ça fait du sens. Là. Ils disent que si tu n'es pas à l'aise avec un thérapeute, les résultats vont être presque nuls, tandis que si tu es à l'aise avec un thérapeute, les résultats vont être meilleurs. Est-ce que c'est parce que juste le fait que quelqu'un touche ta peau, ça te fait faire de l'oxytocine, sentiment de bien-être, sécurité, ou est-ce que c'est réellement le fait que tu es capable de plus relâcher ton corps parce que tu te sens en sécurité? L'étude n'a pas été, ce que j'ai lu n'a pas été jusque-là. Par contre, c'est des pistes de solutions. Moi, je sais personnellement que j'ai déjà eu des physiothérapeutes avec qui ça ne fonctionnait pas, il y en a d'autres avec qui ça fonctionnait, et c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que lorsque vous allez voir un spécialiste de thérapie manuelle, souvent la personne va vous donner des exercices à faire à l'extérieur de la séance. Puis c'est vraiment ça qui va faire une grosse différence. 90% des gens qui disent que la physiothérapie ne fonctionne pas, c'est des gens qui ne suivent pas leur protocole d'entraînement, d'exercices qui ont été prescrits par le ou la spécialiste. En même titre que si quelqu'un vient me voir pour un plan d'entraînement, je lui bâtis le meilleur plan d'entraînement, on passe une heure ensemble, j'analyse le tout, j'y donne, puis il le fait pas, il n'y aura pas de résultat. Est-ce que c'est la faute du professionnel de la santé? Ben non, du tout. C'est la faute du patient. Fait que c'est vraiment important si vous investissez 100, 110, 120, 130, 150 $ dans un thérapeute pour 50 minutes, you better do your exercises, right? Fait qu'il faut que tu fasses qu'est-ce qu'il t'a dit de faire, sinon c'est juste, c'est ça, c'est contre-productif. Fait que ça, c'est vraiment important au niveau de la thérapie manuelle. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a plusieurs techniques qui existent, des petits outils pour récupérer. J'ai pas mal tout essayé. J'ai essayé des fusées à percussion, fait que Theragun, Therabody, fait que quelque chose qui donne des impulsions puis que tu peux passer sur le corps. L'avantage de ça, c'est que ça réveille le système nerveux. Fait que souvent, je trouve que le bénéfice des guns à percussion, c'est beaucoup plus en pré-workout pour stimuler un muscle avant de le contracter pour créer un meilleur mind-muscle connection, un meilleur influx électrique au niveau du muscle en particulier. Et ça peut aider à enlever des trigger points, des points là, qui sont très durs. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent quand vous avez des douleurs, quand vous avez quelque chose qui se passe souvent, c'est que vous avez des trigger points, fait que des endroits dans le muscle qui sont très raides, qui sont très stiffs, puis ça peut venir obstruer le nerf, ça peut venir aussi irriter le nerf, ça peut venir aussi réduire l'amplitude de mouvement d'un muscle, fait qu'en réduisant l'amplitude de mouvement, ben ça fait que ça peut créer des boucles de douleur, fait que tout ça, fait que vous pouvez utiliser un fusil de percussion pour ça. Moi, personnellement, chez un débutant ou un intermédiaire, c'est intéressant, mais je le combinerais avec du foam roller ou une simple balle de crosse ou whatever, une balle dure, pour venir enlever les adhérences. Souvent, les guns en tant que tel, à percussion, ça peut être un peu violent pour un muscle. Fait que souvent, il y a certaines personnes que le muscle peut contracter en réponse à ce stress-là, tandis qu'avec une balle, exemple, faites votre piriforme ou votre petit fessier, ben, tu peux vraiment t'écraser dedans, masser, prendre du temps, essayer de vasculariser puis d'enlever, de briser le plus d'adhérence que tu as. Et la majeure partie du temps, ça va vous mettre dans un système qui est beaucoup plus de détente versus de réaction physique. Moi, j'aime utiliser les deux. Ça dépend vraiment, c'est dans quel contexte. Ça dépend, est-ce que c'est un muscle qui est extrêmement stiff, c'est un muscle qui n'est pas stiff. Fait que souvent, si je suis en douleur, je vais y aller avec quelque chose qui est un peu plus soft tissue. Fait que balle ou rouleau. Et si je suis vraiment contracturé dur, ben là, tu peux y aller avec quelque chose qui est un peu plus violent. J'ai aussi des TENS. C'est très populaire en physiothérapie il y a une vingtaine d'années. Là. C'est comme des électrodes que tu colles puis tu peux mettre des influx. Moi, j'en ai de Therabody. L'avantage de ça, c'est que ça crée des contractions dynamiques au niveau du muscle. Donc, ça peut l'aider à contracter, relaxer. Contracter, relaxer, fait qu'à long terme, ça vascularise ça l'aide à créer des micro-contractions. Fait que ça peut aider à restimuler un muscle. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu. Vous avez un nœud dans le dos, vous êtes pogné, là vous êtes là, hey, je peux pas m'entraîner, j'ai mal, j'ai un nœud, je suis pogné, bing, vous allez faire du lat pull down, vous allez faire un entraînement de dos, vous sortez de là, votre douleur a baissé de 80% parce qu'à force de contracter à force de contacter vos fibres, ben à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ça se peut que vous défassiez un peu le nœud qui est pris, ou ça l'aide à comme refitter un peu vos fibres, l'actine et la myosine qui contractent. Ça peut aider à ce moment-là
à aider les fibres qui sont comme toutes des cheveux tout emmêlés. Fait que ça peut être intéressant aussi juste de s'entraîner. Là, je vous dis pas si vous êtes blessé ou si vous avez besoin de récupérer parce que vous avez créé de la blessure musculaire de vous entraîner dessus. Pas du tout. Je parle vraiment d'un nœud qui persiste à cause d'une mauvaise position, une mauvaise nuit, vous avez mal dormi, vous avez whatever la raison. OK? Ça, c'est pour les guns et les balles et tout ça. Les fameux contrastes de température, bain froid, sauna et tout ça. Les bains froids ont montré que ça a aidé à baisser l'inflammation. Donc, si votre unique but, c'est de performer dans la vie, les bains froids, c'est excellent parce que ça va baisser l'inflammation au niveau du corps. Donc, ça va vous permettre de revenir dans un baseline. Mettons que vous avez, je ne sais pas, vous faites le Tour de France et j'imagine que personne ne le fait en m'écoutant, mais ou des Ironman ou des compétitions qui demandent un effort qui est extrême. Bien, vous voulez baisser l'inflammation le plus rapidement possible pour aider le corps à simplement avoir une perception de la douleur qui est plus petite. Les études montrent que ça ne va pas nécessairement vous guérir plus vite, mais ça va aider à avoir une meilleure perception, à avoir une moins grande perception de la douleur. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Bien, dans un contexte de compétition, c'est extrêmement positif. Dans un contexte de monsieur, madame, tout le monde qui veut juste être en shape, c'est peut-être à revoir. Et l'affaire avec l'exposition au froid, c'est toujours une question de température, puis une question de fréquence et une question de temps. Pour avoir les bénéfices de l'immersion froide, il faut être entre 4 et 12 degrés. Okay? Nous, vous le savez, on va avoir un bain froid au FD Fitness au gym, un grand bain froid de 3 places. Et c'est sûr, je ne mettrai pas ça à 4 degrés. Je vais rester plus autour du 10 degrés parce que les bénéfices sont aussi bons à 4 qu'à 10 degrés. Et ce qui se passe, c'est que le but, c'est de créer un choc thermal avec passer du chaud au froid, mais ce n'est pas nécessairement de stopper l'inflammation. Fait que le but, c'est d'aller à une température qui est froide, mais qui n'est pas trop froide non plus. Okay? Fait que c'est pour ça que moi, je vais tenir mon cold plunge dans ces eaux-là. Parce qu'on veut créer le choc thermal, on veut donner l'effet des endorphines, on veut tout ça, mais on ne veut pas non plus avoir un impact négatif sur l'inflammation du système. Parce que quand vous entrez en musculation, vous blessez le muscle et vous créez avec le stress mécanique, vous créez un stimuli sur le muscle qui va induire l'hypertrophie. Mais quand vous inhiber l'inflammation, bien inévitablement, ça va avoir un impact qui est négatif sur la croissance tissulaire parce que vous avez besoin d'inflammation pour que le corps récupère de un, mais vous avez aussi besoin d'inflammation pour que le processus d'hypertrophie s'installe de la bonne façon et que vous, simplement, vous preniez de la masse musculaire. Fait que ça, c'est bien important. Fait que ceci étant dit, là, je fais juste une parenthèse sur les bains froids, là. La réelle raison pour laquelle des bains froids, c'est malade, c'est vraiment hot, c'est que vous resensibilisez, vous augmentez la densité de vos récepteurs dopaminergiques. Puis ça, c'est vraiment a gift from God. Pourquoi il y a des gens, mettons, qui consomment de la cocaïne et durant leur sevrage, ils se sont rendus compte que faire des bains froids, ça les aide énormément parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu consommes une drogue comme la cocaïne qui stimule les récepteurs dopaminergiques, by the way, la coke qui stimule les récepteurs dopaminergiques comme la majeure partie des drogues, sauf le cannabis. Fun fact, le cannabis ne stimule pas les récepteurs dopaminergiques. Fait que quand vous vous sentez bien, quand vous fumez du cannabis, c'est simplement à cause de l'aspect euphorique que ça va vous donner et non l'augmentation de votre dopamine. Je ferme la parenthèse. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque tu prends de la cocaïne, tu satures tes récepteurs de dopamine, fait que tu les désensibilises. Fait qu'après, ça va t'en prendre toujours plus pour te sentir bien. Et quand tu consommes pas de cocaïne, ben tu vas vouloir consommer de la coke parce que genre tu vas sentir que la vie c'est de la merde parce qu'il n'y a plus rien. Les couleurs vont pas te stimuler, la bouffe va pas te stimuler, le sexe va pas te stimuler. Il n'y a rien qu'à la base qui te faisait faire de la dopamine qui va t'en faire à cause que tu as déplété tes récepteurs. Ben, les bains froids, pas juste une fois, mais si vous faites des bains froids, exemple 3 fois par semaine, ça va réaugmenter la densité de vos récepteurs et resensibiliser vos récepteurs dopaminergiques à la dopamine. C'est pas merveilleux, ça. Fait qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout va goûter meilleur, tout va être plus agréable. Vous allez avoir une hypersensibilité à la dopamine. Fait que, tu sais, la vie, c'est pas juste être musclé puis cut, là. La vie, c'est aussi se sentir bien entre les deux oreilles. Fait que si vous voulez un life hack pour vous aider à avoir une vie qui est plus fulfilling en jouant avec vos récepteurs, c'est les bains froids. Fermez la parenthèse.
Dans toutes les techniques de froid, de chaud, whatever, ce qui montre le plus de bénéfices au niveau de la récupération, c'est la chaleur. C'est les fameux saunas. Vous savez, je suis un obsédé des saunas. J'en ai même un à la maison, un sauna sec qui vient d'Estonie, mais classique finlandais à l'extérieur de chez moi. J'ai un bain froid aussi, mais bref. Et les saunas, ce qui se passe, c'est que la grande raison pourquoi des saunas, c'est le fun, c'est que ça stimule le heat shock protein, qui est une protéine qui va aider au niveau de la forme du cœur, qui va aider, il y a des propriétés anticancéreuses. C'est juste vraiment bon parce que puis on habitue la mitochondrie, la petite cellule, la petite batterie en fait dans les cellules, à faire des transitions de température, ce qui la rend plus efficace. Fait que dans le jour, vous allez brûler plus de calories et vous allez avoir surtout plus d'énergie parce que votre mitochondrie va être juste meilleure, va être plus apte à s'adapter à certains types de situations. Et, fun fact, j'écoutais une entrevue avec un joueur de hockey de la NHL, puis lui, il a un sauna chez lui, puis il disait, tu sais, tout le monde a ses raisons, là, puis lui, il disait que un des points positifs pour lui de son sauna, c'est que quand il est en travail sur la glace, puis il a son équipement, puis il a chaud, ben, il a une meilleure tolérance à la chaleur à cause qu'il s'habitue à faire des saunas. Fait que, tu sais, vous voyez que tout le monde a ses raisons. Which is very nice. Mais c'est ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que la détente et la relaxation des muscles va stimuler légèrement l'inflammation et ça va aider à récupérer au niveau de vos workouts. Fait que les saunas ont un réel bénéfice de récupération musculaire. Fait que c'est le seul type de thérapie-ish qui va réellement aider la récupération en tant que telle, beaucoup plus que les bains froids, beaucoup plus que la thérapie manuelle, beaucoup plus que... En fait, c'est le summum de la récupération. Ceci étant dit, pour les saunas, je l'ai dit, je le redis, c'est 180 Fahrenheit et il faut le faire le plus longtemps possible. Si vous n'avez pas de sauna à la maison, ça peut être dans un bain chaud, ça peut être dans un spa, whatever, mais il faut que la température interne du corps monte à la hauteur de faire du zone 2 cardio. Vous vous rappelez 170 moins l'âge et au niveau de la pulsation cardiaque, bien, quand vous avez une exposition à la chaleur qui est assez longue, ça peut vous amener en zone 2. Fait qu'est-ce qui est le fun de ça? Bien, inévitablement, c'est que ça va vous donner les bénéfices de faire du cardio zone 2, mais c'est sûr que vous ne brûlez pas autant de calories parce que vous ne contractez pas les muscles, mais bref. Fait que ça, c'est pour la récupération. Maintenant, sommeil, alimentation, thérapie manuelle, outils, le liquide, l'eau. OK, on parle souvent d'électrolytes. Les électrolytes sont très populaires parce que beaucoup de gens sont juste déshydratés et ne boivent pas assez d'eau. C'est sûr que si vous consommez des électrolytes et vous n'en avez pas besoin, vraiment trop de sodium, ça peut ne pas être bon pour la pression artérielle, mais reste rendu là. J'ai rarement vu des gens qui avaient pas assez de magnésium ou de potassium dans leur système. Sodium, on mange quand même pas mal de sel en Amérique du Nord, mais quand même, quand vous entraînez de façon rigoureuse, quand vous faites du sauna, des choses comme ça, c'est très intéressant. C'est très important aussi de bien vous hydrater. Une bonne façon de savoir si vous êtes hydraté, c'est simplement avec la couleur de l'urine. Si votre urine est blanche, vous manquez d'électrolytes. Si votre urine est très foncée, vous manquez d'eau et vous manquez d'hydratation. Enfin, je vous dirais que c'est un petit peu ça. L'autre chose pour la récupération, c'est le stress. Lorsque vous êtes sous un stress, le système immunitaire est enclenché. Souvent, il y a une réaction au niveau de la protéine C réactive. Il y a de l'inflammation dans le système. On essaye de combattre un stress qui est physique ou physiologique. Donc, malheureusement, le processus de récupération est mis sur pause. Pensez à ce que j'ai dit au début du podcast, le yin et le yang dans la médecine chinoise. Fait que quand... Dans la vie, on bâtit ou on détruit. Okay? Le corps veut l'homéostase. Il recherche ça like crazy. Il veut vraiment là, que tout soit égal. Mais malheureusement, c'est le paradoxe de l'humain. On n'y arrive jamais. Fait qu'on il n'y a jamais rien qui bouge. Ou tu bâtis ou tu détruis. Fait que quand tu es en stress chronique, tu détruis. Tu détruis du muscle, tu détruis du gras, tu détruis quelque chose. Et durant que tu détruis, tu ne bâtis pas, donc tu ne récupères pas. Quand tu t'entraînes, tu ne récupères pas. Tu récupères lorsque tu bâtis, lorsque tu manges, lorsque tu relaxes, lorsque tu te détends, c'est là que tu récupères de ce que tu as fait. Fait que c'est très important de comprendre que le stress ne va pas vous empêcher de perdre du gras. Le stress ça n'a pas nécessairement cette vertu-là, mais le stress va avoir un impact direct sur votre récupération, autant physique que psychologique. Donc, c'était ça les grands points. Maintenant, on s'en va chercher directement vos
questions et vos interrogations parce qu'il y en avait plusieurs. Fait que laissez-moi 2 petites secondes. Je vais juste ouvrir mon téléphone cellulaire. La nutrition en jour off, faut-il être actif ou être totalement au repos? Comme je l'ai déjà dit, quand on récupère au niveau de la nutrition, les journées qu'on ne s'entraîne pas, on doit avoir un apport calorique qui est suffisant parce que c'est là qu'on récupère. Enfin, imaginez que vous êtes en train de récupérer. Là, c'est comme si vous venez de faire une grande course puis vous avez soif, mais là vous dites « Ah, je ne boirai pas d'eau, je ne suis pas en train de courir. » Mais c'est pas grave. Là. Il faut refaire vos réserves lorsque vous récupérez. Fait que oui, c'est très important de manger durant vos journées off autant. Peux-tu parler du mythe qu'il faut s'étirer après pour ne pas être courbaturé? Effectivement, les étirements post-effort, c'est un mythe. Si vous vous étirez, vous n'allez pas plus récupérer. Au contraire, l'étirement statique dans une zone, exemple, de 4 à 6 sur 10 de douleur, c'est un stress que vous créez sur le corps. Fait qu'inévitablement, ça crée du dommage musculaire. Funny, hein? Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est comme si vous prolongez votre entraînement. Fait que c'est tout le contraire de récupérer. Vous ne récupérez pas, vous prolongez l'entraînement. Par contre, je suis quand même un grand fervent de l'étirement. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça augmente vos amplitudes de mouvement, ça vous permet d'avoir plus de mobilité et cette mobilité-là vous empêche de faire peut-être quote-unquote des faux mouvements quand vous vous entraînez et de vous blesser. Il y a certains gens comme Mike Israel, Dr. Mike, whatever, qui vont dire non, pas obligé de t'étirer. Si tu t'entraînes avec des amplitudes complètes, tu vas chercher assez de mobilité. Ben, je suis plus ou moins d'accord. C'est pas tout le monde qui est capable de... Je ne sais pas, de faire un exercice genre un deadlift à 450 livres en position le plus étirée possible. Moi, je me garde une petite gêne, j'arrête toujours à 1 ou 2 pouces d'aller chercher mon muscle dans sa partie la plus étirée parce que ça ne me tente pas que lorsque je passe d'agoniste en antagoniste, je me blesse. Je me suis déjà déchiré le tendon du biceps en faisant une technique comme ça. J'étais sur un preacher curl, j'ai descendu jusqu'en bas, j'ai stretché et lorsque j'ai refait une contraction, malheureusement, le tendon a popé parce que j'étais dans la partie la plus défavorable du muscle. J'avais lourd sur ma barre et le biceps, mon long chef et mon court chef du biceps ont fendu. Fait que le biceps a ouvert en deux. Fait que c'est pour ça que je vous recommande quand même de vous étirer. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je mange des protéines post-workout. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. C'est les blocs pour bâtir ton tissu musculaire. Donc, tu as besoin d'en manger tout au long de ta journée, mais encore plus autour de tes trainings. Les signes d'une mauvaise récupération, c'est simplement le fait que tes charges ne montent pas sur la barre, que tu n'es pas capable de monter entre 1 ou 5 ta charge à chaque exercice ou que tu n'es pas capable de rajouter une répétition à chaque exercice. Ça se peut que pendant 2 semaines, il n'y a rien qui bouge, mais si ça fait 2 semaines que rien ne bouge, puis la 3e semaine, ça ne bouge pas plus, vous récupérez très mal ou votre programmation est mal faite. Que penses-tu de 15 secondes de récupération en recomposition corporelle? C'est vraiment pas assez. Lorsque vous devez récupérer entre vos sets, plus vous prenez de temps, 2-3 minutes, plus que la récupération au niveau neural se fait et plus vous êtes capable de lever des charges qui vont avoir un impact sur votre changement physique. Est-ce que c'est obligatoire les protéines après mon training? Mon coach me donne juste des carbs. Je suis en perte de gras. Oui, c'est obligatoire. T'sais, si tu stimules l'insuline avec l'IGF-1, que tu prends du sucre, tu vas refaire tes réserves de glycogène dans ton muscle, mais il faut que tu profites de cette fenêtre-là pour amener des acides aminés dans le muscle. Puis je vous invite à écouter mon dernier podcast sur l'hypertrophie, puis je le détaille bien avec des belles analogies. C'est vraiment important. La caséine avant d'aller dormir. OK. La caséine, c'est une type de protéine à digestion lente. Vous pouvez l'acheter sous forme de poudre ou vous pouvez même l'acheter... en fait, c'est le protéine que vous allez retrouver dans les produits laitiers, fait que fromage cottage, yogourt grec et tout ça. Les gens pensent souvent qu'il faut avoir le ventre plein quand on va se coucher, mais je parlais du yin et du yang, l'anabolisme et le catabolisme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps a quand même besoin d'un catabolisme, c'est là qu'il va brûler du tissu graisseux. Et dans la nuit, on est en catabolisme, on détruit de la fibre musculaire, on récupère et on détruit du muscle en même temps. Fait que c'est un hybride. Par la suite, lorsqu'on mange, on bâtit, mais vous avez besoin quand même d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Quelles sont les meilleures conditions dans une chambre pour dormir? Une chambre très froide,
Le but aussi, c'est de faire de la mélatonine. La mélatonine va vous aider à favoriser l'endormissement. La meilleure façon de faire de la mélatonine, ben, mis à part, qu'il fait nuit, puis tout ça, couper les lumières bleues, vous le savez, mais une bonne façon, c'est de prendre une douche qui est très chaude et de mettre une chambre ou un surmatelas qui est très froid. Comme ça, le contraste de température, vous allez vous endormir. Ça vous est déjà arrivé durant l'été. C'est la canicule, il fait chaud, vous rentrez dans votre voiture, vous mettez l'air climatisé, vous commencez à rouler, c'est à 640, c'est à 20, c'est à 30, whatever. Et là, vous commencez, pas vous cogner des clous, mais vous êtes bien en tabarouette. Là. Vous êtes fatigué parce que là, vous allez faire de la mélatonine, donc à cause des contrastes de température. Les massages guns, j'en ai parlé. Est-ce que la qualité des oreillers et des draps joue un rôle dans le sommeil? Ça va jouer un rôle au niveau subjectif. Moi, je suis très... j'ai un toc sur les textures. J'ai besoin d'avoir des textures dans lesquelles je me sens bien. Fait que si j'ai pas un drap qui a un vieux coton raide comme une feuille de papier, je vais avoir beaucoup de difficultés à dormir. Je vais me sentir inconfortable. Je serai pas bien. Fait que c'est une question vraiment de perception sensorielle. Fait que ça dépend de chaque individu. À part la fatigue, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourraient nous démontrer qu'on ne récupère pas bien? Oui, comme j'en ai parlé, la charge et tout ça. Il y a un test qu'on faisait, nous autres, quand j'avais des athlètes, c'est qu'on leur faisait faire des vertical jumps, des sauts verticales, et on les faisait taper sur le mur et on mettait une ligne. Et de cette façon-là, on voyait si il était égal ou s'il commençait à sauter, puis il décélérait au niveau de leur hauteur. Là, il y avait un problème à ce niveau-là. On savait que la récupération n'était pas optimale. Pour ça, j'ai répondu. Pourquoi le magnésium aide la récupération? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous entraînez, vous perdez du sodium, qui est facilement retrouvable dans l'alimentation, mais vous perdez aussi du magnésium et du potassium, qui est plus difficile à retrouver. Et ce qui se passe, le magnésium, ça va jouer pour des centaines de réactions biochimiques dans le corps. Fait que c'est dur à dire exactement la raison du pourquoi, mais si votre corps est carencé en magnésium, vous allez avoir des spasmes, vous allez avoir des crampes souvent, vous allez tomber en endormissement plus difficilement. Un signe aussi, si vos paupières ils ont tendance à tilter, là, vous avez comme des sauts de paupières, ça peut être le magnésium dans quoi vous êtes carencé, donc ça montre que le système a de la difficulté à bien récupérer. Curcumine, bon supplément pour diminuer l'inflammation post-workout. Je réitère, après un entraînement, tu veux de l'inflammation, tu ne veux pas baisser trop ton inflammation. Ceci étant dit, tout ce qui est oral va avoir tendance à jouer sur l'inflammation plus au niveau systémique versus quelque chose qui a une immersion, comme que je parlais des bains froids, va avoir un effet plus au niveau musculaire. Exercice, activité le lendemain à faire pour diluer les muscles. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par diluer, mais il n'y a pas un exercice qui va vous aider. Tu sais, les fameuses récupérations actives, là, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aider à vous comme déraquer en essayant de vasculariser, en peut-être essayant de flusher les déchets métaboliques, mais reste que ça ne va pas nécessairement améliorer votre récupération. Les effets négatifs de la consommation d'alcool et de cannabis sur la récupération. L'alcool, c'est un poison. Quand vous le mettez dans votre corps, le système immunitaire s'enclenche à récupérer que pour éliminer le poison de votre système, tandis que le THC et le CBD vont avoir un rôle qui est différent. Si vous prenez du cannabis qui a du THC et du CBD, le CBD va se coller sur deux récepteurs dans le corps qui s'appelle le CB1 puis le CB2 et ça peut avoir des impacts positifs sur le cortisol, pour le stress et tout ça. Il faut juste faire attention, il y a beaucoup de produits à base de CBD qui sont vendus en magasin. J'allais dire clément, mais c'est pas un terme, je pense, hein? Mais qui vous dit qu'ils peuvent vous aider à récupérer, à vous sentir bien. Il faut comprendre que pour activer le récepteur, il faut un transporteur de THC. Thérapie manuelle, j'en ai parlé. Phénomène de jambes sans repos le soir. Ça, c'est très intéressant. C'est souvent le système nerveux qui est surstimulé. Donc, on veut de l'eau, on veut des herbes adaptogènes. Exemple, valériane. Là, c'est pas des herbes adaptogènes, mais rapidement, valériane, passiflore. On peut aller chercher du millepertuis, magnésium, de l'eau. Puis manger suffisamment. C'est des signes que le muscle a de la misère à récupérer. Puis le système nerveux aussi est fired up.
Peut-on nuire à notre récupération en jeûnant le lendemain d'un training? Absolument, absolument, c'est clair. Là. Tu peux malheureusement nuire à ta récupération si tu jeûnes en absence de nourriture, le corps est en catabolisme, donc il n'y a aucun nutriment qui peut l'aider à récupérer. Fait, comme vous voyez, et puis c'était tout pour les questions, il y avait des doublons. Fait, comme vous voyez, la récupération, c'est quand même un sujet qui est relativement large. C'est très complexe, mais c'est très simple à la fois. Si vous voulez optimiser vos entraînements, il faut avoir une belle balance entre l'entraînement et la récupération. Pourquoi les entraînements full body 3 fois semaine fonctionnent aussi bien? C'est que la majeure partie d'entre vous, vous avez des enfants, vous avez une job, vous avez une vie de famille, vous avez une vie. Vous n'êtes pas juste des athlètes olympiques qui peuvent s'entraîner 8 fois par semaine à la Michael Phelps, puis manger 8000 calories, puis dormir, tu sais. Beaucoup de gens veulent être des culturistes, vont être gros, mais tu sais, quand tu regardes la vie d'un culturiste, il se lève le matin, il mange, il va au gym, il revient, il fait une sieste. En après-midi, il va marcher un peu, il revient chez eux, il joue au Nintendo, puis il se couche, tu sais. Chris Bumstead, là, quand tu vois là, c'est sûr que là, il est occupé avec Chris Bumstead. Les gens qui ne savent pas c'est qui, c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs compétitions de physique classique là, internationalement. Bref, il est très, très apprécié des jeunes garçons dans la vingtaine parce qu'il a comme le pinnacle du physique et tout ça. Il est très gros, très massif, très bonne génétique. Mais tu sais, quand tu regardes sa vie, le gars va rentrer chez eux, jouer à Call of Duty, se coucher, dormir. Tu sais, c'est une vie très monotone. C'est sûr qu'il y a beaucoup de collaborations que vous voyez, mais c'est une fois par semaine, une journée, parce que faut que la récupération soit mise de l'avant. La meilleure récupération, c'est juste rien foutre. C'est juste ça la meilleure façon de récupérer. Mais c'est ça. Fait que voilà, les amis, c'était tout ce que j'avais à dire sur la récupération. Si c'est un podcast que vous avez aimé, je vous invite fortement à laisser un commentaire, à laisser un j'aime sur la vidéo YouTube. Si vous êtes sur Spotify, laissez un commentaire, mettez un 5 étoiles, ça nous aide énormément. Ça fait vraiment une différence. Là, en ce moment, vous m'écoutez, vous avez peut-être déjà arrêté le podcast, mais vous êtes comme OK, mais merci. Ben, si vous voulez me dire merci, pour vrai, faites ça. Un petit like, un petit j'aime. Pour vous, dites comme je m'en fous, il y a 6-7 000 personnes qui écoutent le podcast, mais c'est pas grave. Chaque geste compte, puis moi, ça me permet aussi de vivre de ma passion et de rester avec vous, et ce, jour après jour, pour vous aider dans votre fitness journey. Et ça me permet aussi de financer mes recherches. Je dis ça comme un grand chercheur, c'est pas le cas, là, mais je veux dire, financer mon temps pour vous bâtir cette information-là. Fait que voilà, les amis, j'espère que vous avez eu un beau moment avec moi. Moi, j'en ai toujours un beau avec vous et on se parle très bientôt. Bye bye.